Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette webconférence organisée par l'Académie UPV et dédiée à la gestion des salariés étrangers au sein de l'entreprise. Que vous soyez connectés en direct ou que vous nous rejoigniez en différé, nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour aborder ce sujet d'une importance capitale. Face aux difficultés de recrutement dans certains secteurs d'activité, le recours à des travailleurs étrangers, qu'ils soient issus de l'Union européenne ou pas, est de plus en plus courant. Parallèlement, l'évolution du cadre juridique demande beaucoup de vigilance, tant au niveau du recrutement, de la vie du contrat et de sa rupture. Cette webconférence est l'occasion de décrypter les obligations de l'employeur, d'aborder des éclairages concrets, des bonnes pratiques, afin de mieux appréhender les démarches et d'éviter le risque de travail illégal. Pour atteindre ces objectifs, nous avons le privilège d'accueillir Maître Pierre Pomerantz, avocat au sein du cabinet Fromont-Briens. N'hésitez pas à poser vos questions en ligne, nous y répondrons à la fin de chaque partie de cette intervention. Et je passe tout de suite la parole à Maître Pierre Pomerantz. Écoutez, merci beaucoup à l'UPV pour l'organisation de cette webconférence. C'est un sujet qui nous tient à cœur chez Fromont-Briens parce qu'on a un cabinet d'avocats qui intervient exclusivement pour les employeurs en droit du travail et de la sécurité sociale. Et c'est un enjeu majeur parce que d'abord, il faut éviter, comme vous l'avez très bien dit, le recours au travail illégal, mais aussi d'un point de vue vraiment humain, c'est-à-dire d'accompagner en tant qu'employeur ses collaborateurs étrangers qui se retrouvent des fois dans des situations assez complexes vis-à-vis de l'administration, alors qu'ils ont fait toutes les démarches nécessaires auprès des services préfectoraux. Donc moi, l'objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir vous présenter les grands enjeux en la matière. En termes d'introduction, ce que je souhaitais d'abord vous dire pour qu'on commence un peu ce sujet on pourrait en débattre toute la journée. Je prends souvent avec les clients, pour leur présenter le droit des étrangers, le film d'Astérix. On voit Astérix qui se balade dans l'administration romaine, un peu dans la maison des fous, et qui n'arrive pas à trouver une information, et ça l'énerve. Et le droit des étrangers, et surtout l'immigration professionnelle, c'est un peu ça en France, parce que quelle que soit la préfecture, même si elles sont soumises aux mêmes règles, vous aurez finalement des relations différentes, des traitements de dossiers différents. Il y a un enjeu donc de travail illégal, il y a un enjeu de complexité aussi parce que vous n'êtes pas simplement, comme peut l'être le Code du travail, quand vous gérez vos relations avec vos salariés de nationalité française. Vous avez certes le Code du travail pour les salariés ressortissants étrangers, mais vous avez aussi le Code des étrangers appliqué. Et il faut être aussi un peu plus malin, c'est que maintenant, il y a aussi, parce qu'on est un pays ouvert, des accords bilatéraux avec beaucoup de pays entre la France et le plus connu, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc., qui font que certains accords vont déroger aux dispositions nationales et qui vont un peu vous obliger à aller les vérifier pour voir si vous êtes dans les cordes en termes de droit. Même chose, c'est un sujet aujourd'hui qui évolue. Il y a une recodification, on nous a parlé de simplification de dispositifs étrangers en 2021, pour une recodification du Code des étrangers, avec maintenant l'obligation de passer par la procédure ANEF, qui est une procédure de dématérialisation en ligne. On le verra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas sur les procédures d'autorisation de travail. Mais là, si vous avez suivi l'actualité, le défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante, a un peu effectivement taclé ce nouveau dispositif numérique qui complexifie plutôt la chose. Vous avez les lois immigration de 2024, vous avez le permis de travail unique, qui est une directive de l'Union européenne qui risque d'arriver bientôt en œuvre en 2026 en France. Donc c'est un sujet qui évolue aussi avec les nouvelles circulaires du ministère de l'Intérieur en cours. Donc c'est un domaine très intéressant. Pour comprendre le webinaire, il faut partir du principe par qu'est-ce qu'on entend par travailleur étranger. Et aujourd'hui, je vais parler de tout le monde, sauf vous voyez sur la partie droite de ma première slide, les ressortissants de l'Union européenne, de l'espace économique européen et nos amis suisses. Ces personnes-là bénéficient d'une liberté de circulation sur le territoire français compte tenu de leur nationalité. Vous n'avez pas besoin de faire une autorisation de travail, vous n'avez pas besoin de leur demander s'ils ont un titre de séjour, une carte, voilà, l'équivalent d'une carte d'identité ou d'un passeport suffit pour ces personnes-là, parce qu'elles bénéficient effectivement de cet avantage de travailler et de circuler librement en France. Donc pas de panique, si vous êtes confronté à un salarié qui a cette nationalité-là, vous pouvez, à l'instar d'un travailleur français, commencer directement la relation contractuelle avec bien évidemment ce que vous faites habituellement,
c'est-à-dire rédaction du contrat de travail, signature, déclaration préalable à l'embauche, bref, toutes les règles de droit commun. Sont concernés effectivement par ce webinaire, du coup, vous l'avez compris, tous les ressortissants des autres pays. Et ce qui fait, par exemple, les Ukrainiens, les Marocains, les Américains, les Argentins, vous voyez, donc toutes les personnes qui n'ont pas la nationalité de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou suisse. Sachant aussi qu'il faut vous dire que dès lors que quand vous avez un étranger hors cet espace UE suisse qui a été naturalisé français, bien évidemment là, il devient français et vous devez effectivement le traiter comme un salarié de nationalité française, parce que je l'ai vu sur certains clients qui pensaient encore solliciter des autorisations de travail ou des titres de séjour alors qu'ils avaient obtenu une naturalisation par la suite. C'est un domaine quand même qui est important parce que vous avez l'équivalent d'à peu près 2 fois la taille de Toulon, puisqu'on est à l'Union patronale du Var, du nombre de titres de séjour qui ont été délivrés l'an dernier par la France. Donc vous voyez, c'est quand même un nombre de séjours important, donc vous allez avoir peut-être recours souvent à ces travailleurs. Comment on va orienter le webinaire aujourd'hui? C'est de se dire, on va partir globalement d'une relation de travail que vous avez avec tout le monde, pour que ce soit le plus compréhensible. On embauche, on exécute le contrat, comment ça se passe en termes de rupture, et après, bien évidemment, l'enjeu, c'est la sanction de travail illégal, donc qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Chaque partie va nous permettre, par exemple, de l'embauche, de voir les titres de séjour, de comprendre s'il faut solliciter ou pas des autorisations de travail, comment on fait quand on a un étudiant qui a un titre étudiant et après qui va finir ses études et qui va être embauché définitivement par votre société, donc avec des procédures de changement de statut. Comment ensuite, dans la deuxième partie, on va gérer les problématiques de renouvellement, avec quel délai notamment, quel changement de statut aussi dans cette partie-là. La rupture, c'est-à-dire est-ce que vous avez embauché originellement un salarié étranger en situation irrégulière ou la situation est devenue irrégulière en cours de contrat de travail, parce que ces deux situations ne vont pas être impactées de la même manière. Et au préalable, est-ce qu'on a d'autres solutions que de rompre le contrat de travail, notamment une suspension du contrat de travail avec une mise en demeure pour avoir des titres de séjour avant d'envisager, bien évidemment, la rupture du contrat. Et enfin, un petit panel de sanctions pour vous dire voilà, les grands enjeux en la matière. Alors, pour passer effectivement sur cette partie de l'embauche, globalement, je vous ai fait une petite chronologie, qui est une chronologie de principe, d'accord, en ce qui se décompose en plusieurs étapes pour avoir le processus le plus sécurisant. Il faut bien évidemment, en un, vérifier la nationalité du candidat, vérifier sa localisation, parce que si c'est un ressortissant donc hors UE suisse, vous l'avez compris, est-ce qu'on est avec un candidat qui va être déjà sur le territoire français, auquel cas vous avez le titre de séjour qui va vous être présenté et vous pouvez passer directement, si nécessaire, à une demande d'autorisation de travail si son titre ne le dispense pas, ou si c'est quelqu'un qui candidate à votre entreprise mais qui se retrouve à l'étranger. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez, on va prendre un Argentin qui postule chez vous, mais qui habite en Argentine. Donc là, on va parler d'introduction de main-d'œuvre étrangère en France, où là, par contre, avant de contracter avec cette personne, il va falloir que cette personne vous communique tous les documents relatifs à son visa, qu'il va aller chercher vis-à-vis du consulat, et vous allez effectivement lui communiquer une promesse d'embauche ou un contrat de travail avec, bien évidemment, une condition suspensive, on y reviendra, en attendant la délivrance de ce titre pour la personne qui va s'introduire en France, parce que la situation n'est pas pareille que d'un salarié qui est déjà présent sur le territoire français. Donc, quand vous avez vérifié la nationalité et la localisation du candidat, alors ça se voit assez facilement par rapport au titre qui vous est présenté, bien évidemment. C'est-à-dire que si on vous présente un titre de séjour, on le verra parce que je vous ai fait des captures d'écran, bien évidemment, en respectant l'anonymisation derrière des adresses des salariés. Donc, on voit si le salarié est ou pas à l'étranger. Après, dans tous les cas, dites-vous qu'il faudra toujours, dans tous les cas, bien ne pas oublier l'élément essentiel avant de conclure définitivement une relation contractuelle, de prévoir une clause suspensive dans la promesse d'embauche et dans le contrat de travail, afin d'éviter effectivement que la relation contractuelle débute avant que le salarié ne vous ait présenté un titre de séjour et que vous ayez obtenu surtout l'autorisation de travail. Parce que l'étape 4, si le titre ne le dispense pas, vous êtes obligé avant toute relation contractuelle de
d'effectuer une procédure d'autorisation de travail. Et vous devez attendre la décision effective d'autorisation de travail pour débuter la relation contractuelle. Donc, c'est pour ça que je vous dis, avant de commencer la relation de travail, quand vous avez embauché un travailleur étranger, c'est important de prévoir une condition suspensive dans la promesse d'embauche ou dans le contrat de travail pour dire qu'en gros, le contrat il deviendra définitif seulement si le salarié, 1, apporte la preuve de son titre de séjour et 2, vous obtenez l'autorisation de travail si nécessaire. Bien évidemment, avant de commencer, il faut faire aussi une procédure d'authentification, 2 jours ouvrables avant, et après, le début de la relation contractuelle peut commencer et payer éventuellement la taxe. Vous savez que la taxe, elle est due quand vous êtes sur un premier contrat de travail en France, une entrée avec le visa. C'est pour des contrats de travail qui nécessitent une autorisation de travail. Par exemple, si vous recrutez un collaborateur, au contraire, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle, entre guillemets, le passeport talent, vous n'avez pas besoin de la payer, vous n'êtes pas redevable de cette taxe. Donc voilà un peu les grandes étapes. Ça m'emmène, voilà, pour vous présenter comment se présente forcément un titre de séjour en France, d'accord? Ça c'est un titre de séjour d'une personne qui est déjà sur le territoire français. D'accord? C'est un peu comme voilà, une carte d'identité, tout simplement. Sur le recto, vous allez avoir l'identité, la photo, la nationalité, la date de naissance. Surtout, donc, vous voyez là, c'est pour le RWA, c'est pour le Rwanda, donc c'est quelqu'un qui vient de ce territoire-là. Et cette indication de la nationalité, elle est importante. Pourquoi? Parce que je vous ai dit il y a quelques instants que, certes, vous avez le code du travail et le code des étrangers qui va s'appliquer, mais vous allez aussi vérifier si, par exemple, la France n'a pas conclu un accord bilatéral avec le Rwanda, s'il existe des avantages ou des inconvénients pour recruter ce type de collaborateurs. Pour trouver les accords bilatéraux, pas de panique, vous avez le ministère de l'Intérieur qui les recense. Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est fait exprès ou pas, mais des fois, quand on clique sur le lien de l'accord, le lien ne marche pas. Il n'y a pas de panique non plus, il suffit de taper le numéro de l'accord et le nom de l'accord sur tous les moteurs de recherche préférés que vous avez sur Internet, et vous tomberez bien évidemment sur l'accord. Après, vous avez plein d'ONG qui existent aussi, comme le Justi, Info Étranger, et j'en passe, qui ont déjà répertorié ce type d'accord sur leur site Internet et qui permet d'être bien évidemment à disposition du public. Donc voilà un peu l'intérêt. On va vous dire aussi, vous le voyez à droite du titre de séjour, sur le recto, vous avez la date d'expiration. Ça, c'est important parce que ça va vous permettre de voir si vous pouvez recruter un collaborateur, si ça va nécessiter, pendant l'exécution du contrat de travail, un renouvellement, et son numéro personnel, donc ça qui lui est propre. De l'autre côté, vous avez, c'est là où on sait que la personne est sur le territoire français, parce que c'est sur ce verso-là que vous avez déjà une adresse. Et l'adresse va bien évidemment, c'est à côté de la petite puce, vous le voyez en jaune là, de la République électronique, où vous avez l'adresse du collaborateur, et c'est cette adresse-là qui est une adresse française qui vous dit que le salarié, enfin le ressortissant étranger, est déjà en France. Donc, il n'y aura pas de procédure d'introduction sur le territoire qui nécessite une action de sa part auprès du consulat pour obtenir le visa. Ce qui est important, c'est aussi, surtout sur le verso, ça va être la date de délivrance. Donc là, vous voyez, c'est en 2023. Et surtout, c'est sur la mention. D'accord? Parce que vous avez 2 types de mentions dans les titres de séjour. Au recto, là, c'est marqué carte de séjour temporaire. Les cartes de séjour temporaire, on sait que c'est des cartes de séjour d'1 an. Il y en a quelques-unes qui sont différentes. D'accord? Donc, des fois, c'est marqué carte de séjour pluriannuelle. Donc, ça veut dire que quand c'est pluriannuel, en général, c'est 4 ans. Et surtout, derrière, c'est là où ça va être intéressant, parce que ça va déterminer le régime de votre titre de séjour. Là, c'est une carte de séjour temporaire salarié. Et carte de séjour temporaire salarié, vous savez que cette carte de séjour va nécessiter, on le verra ensuite, votre obligation de mettre en œuvre une procédure d'autorisation de travail. Petite particularité, elle peut être aussi limitée géographiquement et professionnellement. Là, sur ce titre de séjour, il n'y a pas de souci. C'est une activité salariée qui est autorisée, et la zone aussi, sur toute la France métropolitaine. Donc, j'y reviens. France métropolitaine, ça a un sens. Si vous limitez à la France métropolitaine et que vous êtes en outre-mer, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien vérifier ces mentions. Même chose, il y a des accords bilatéraux qui vont faciliter entre la France, par exemple, et le Sénégal, il y a un accord bilatéral qui va faciliter le recrutement de ces travailleurs étrangers sur certains métiers. Et ça se peut que le titre de séjour ait été délivré avec une mention plus restrictive que salarié. Ça peut être par exemple salarié ingénieur ou salarié constructeur, opérateur de construction. Et si cette personne va chercher un autre titre de séjour avec un autre emploi, vous risquez d'obtenir un refus
d'autorisation de travail de la part de l'administration de l'Intérieur. Donc, c'est important de vérifier ces mentions-là pour ne pas être empêché dans le cadre de recrutement ultérieur. Au contraire, donc quand vous êtes en procédure d'introduction, voilà un peu comment ça peut se présenter. C'est le visa. Le visa qui est accolé au passeport normalement d'un étranger, avec un visa long séjour, d'accord, qui va effectivement être délivré par le consulat entre la France et le pays du ressortissant étranger, qui va permettre d'arriver en France et d'exercer un emploi. Selon les visas, vous allez devoir, et c'est ce que je vous ai mis sur l'exemple de droite, en encadré rouge, il y a des visas qui vont nécessiter une validation en ligne. C'est-à-dire que dans les 3 mois qui suivent l'arrivée du travailleur étranger sur le territoire français, alors il faut faire attention parce que ça c'est un principe qui peut déroger selon le titre de séjour qui va être ensuite sollicité par le travailleur étranger. Il va devoir valider son visa sur le site en ligne du ministère de l'Intérieur pour pouvoir s'assurer qu'il prenne plein effet. Et s'il ne l'a pas fait, alors bien évidemment, il faut qu'il vous en tienne en information, parce que s'il ne le fait pas, ça veut dire que son visa, forcément, ne pourra plus exister par la suite. Et si vous devez renouveler avec lui son titre de séjour, alors qu'il a un CDI au sein de votre entreprise et qu'il n'avait pas validé son visa, l'administration risque de lui refuser le renouvellement de son titre et vous serez bloqué, obligé de rompre la relation contractuelle. Donc voilà un peu la différence, où vous voyez qu'on est dans une procédure des personnes qui sont déjà en France et des personnes qui ont déjà été introduites. Alors ça, on peut le voir aussi, c'est-à-dire que des fois, vous avez aussi surtout des étudiants qui obtiennent des visas étudiants pour venir en France et qui ont simplement ce visa-là. Donc là, il n'y a pas de procédure d'introduction particulière à faire, ils sont déjà présents sur le territoire français, mais il faut bien vérifier avec eux que toutes leurs démarches ont été mises en place pour les recruter de manière définitive au travail. Pour revenir, donc effectivement, voilà, d'abord pour bien vous montrer à quoi ressemble un titre de séjour basique en France, ça m'en revient effectivement à ma première idée. L'étape 1, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est de vérifier la nationalité. Ça, c'est une obligation, d'accord? Si vous ne le faites pas, que vous n'effectuez pas cette démarche, c'est considéré comme un recrutement illégal au sens du Code du travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous exonérer de vérifier la nationalité. Alors, je vois tout de suite, on se dit, mince, il y a le Code du travail qui nous dit aussi qu'il ne faut pas faire principe de discrimination par rapport à la nationalité. Donc, pas de panique. Le but, ce n'est pas de discriminer, et bien évidemment, ce n'est pas votre objectif de discriminer quelqu'un au travail, mais la nationalité, c'est pour ça que c'est intéressant de la demander à un candidat. Elle peut être demandée, il n'y a pas de... Le Code du travail vous dit à celui qui l'embauche, ça voudrait dire celui finalement qui va le recruter, mais on voit beaucoup d'entreprises qui le font et c'est absolument pas sanctionné à l'heure actuelle, qui demandent la situation administrative d'un candidat dès le début de la procédure de recrutement. Et ça a du sens parce que si vous souhaitez recruter quelqu'un, connaître sa situation administrative dès le départ, ça permet d'anticiper aussi derrière le recrutement parce que vous allez avoir des délais. Donc, ce n'est pas parce que vous demandez la situation administrative dès le début de la procédure de recrutement que vous allez être soumis à un principe de discrimination. Pas du tout. Parce que là, l'objectif pour vous, ça va être de vérifier simplement si le collaborateur, le candidat, compte tenu de sa situation administrative, il va être en mesure ou pas de commencer directement son contrat de travail avec vous, ou si vous allez être dans la nécessité de solliciter une autorisation de travail. Donc voilà pourquoi c'est important, et on voit plein de jurisprudences, notamment de la Cour de cassation de sa chambre criminelle, qui nous disent bien en plus que les employeurs ne commettent pas de discrimination lorsqu'ils font un choix en privilégiant un titre de séjour d'ailleurs plutôt d'un candidat plutôt qu'un autre. Ça, c'était la chambre criminelle de la Cour de cassation qui s'était prononcée pour un célèbre magasin alimentaire, voilà, où on fait tous nos courses, qui a une équipe de vélo. Et pour dire, voilà, ce n'est pas parce que vous choisissez un candidat par rapport à un titre de séjour plutôt qu'à un autre que vous allez derrière être soumis à un principe de discrimination, et pas du tout. Pourquoi? Parce que votre objectif en tant qu'employeur, ça va être de lutter contre le travail illégal. Donc c'est pour ça qu'il y a cette protection qui vous est octroyée. Donc vérifiez bien la nationalité. Et bien évidemment, ce n'est pas la nationalité qui motivera l'absence
de recrutement, ça sera des conditions objectives, hein, qu'on se le redise, c'est-à-dire professionnelles, c'est-à-dire que la personne n'a pas la compétence. Là, la nationalité sert simplement d'un point de vue administratif. À partir de là, vous avez vérifié la nationalité, vous aviez vérifié les exemples de titres de séjour que je vous ai présentés il y a quelques instants, avec les mentions. Et là, vous allez avoir des titres de séjour qui vont nécessiter des autorisations de travail. D'accord? Donc, ça veut dire que là, c'est une liste un peu à la Prévert, c'est le Code du travail, vous le connaissez peut-être un peu tous. Il y a beaucoup d'articles qui sont très longs. Et là, vous avez, voilà, pour vous donner un peu l'idée, c'est la partie réglementaire du Code du travail qui va vous prévoir, pour tous ces titres de séjour listés, une nécessité et une obligation de réaliser préalablement une autorisation de travail. Les plus connus, c'est la carte de séjour temporaire salarié, qui est d'1 an, qui est délivrée pour un salarié qui est recruté par un CDI lors de son introduction en France, ou lorsqu'il est déjà en France par l'intermédiaire d'un changement de statut ou d'une régularisation. Comme vous l'avez vu dans le petit exemple tout à l'heure, c'est un titre qui peut être limité sur le territoire national, qui peut être limité à une zone géographique plus restreinte, ou qui peut être aussi limité à un emploi précis, voire, et c'est mieux pour tout le monde, qui est simplement la mention salarié qui lui permet de changer de fonction durant son titre de séjour. Ce qui est aussi le plus connu de la part des employeurs, c'est la carte de séjour temporaire qui s'appelle travailleur temporaire. Donc, voilà, 2 fois le mot temporaire. Là, il faut faire attention parce que ne faut pas que vous pensiez que travailleur temporaire renvoie à intérimaire. Travailleur temporaire, ça renvoie à la signature d'un CDD. D'accord? Donc, c'est en cela que la signification de travailleur temporaire veut signifier le Code du travail et le Code des étrangers. Donc, la même chose, c'est une carte de séjour temporaire qui est délivrée pendant 1 an pour un salarié ou en prestation de service, voire dans le cadre d'un détachement d'une entreprise étrangère non communautaire. Et on parle de carte de séjour pluriannuelle aussi, même chose, ça marche pour les cartes de séjour pluriannuelles salariées, vous êtes obligé aussi de faire une autorisation de travail, et ça, c'est des cartes de séjour qui sont délivrées pour une durée de 4 ans. Voilà, donc après une première année de séjour régulier en France, et que le salarié continue de remplir les conditions de la carte de séjour temporaire salarié. Voilà un peu les grosses typologies de titres de séjour qui nécessitent une autorisation de travail. D'accord? Même chose, là, vous le voyez en bas, pour quand vous souhaitez, et on y reviendra tout à l'heure, on fera un petit focus sur nos amis étudiants, mais quand vous souhaitez, quoi qu'il arrive, faire travailler plus de 60% pardon, de la durée annuelle de travail, donc 964 heures, les ressortissants étudiants dans votre entreprise, il faudra bénéficier d'une autorisation de travail pour qu'ils exercent leur mission au sein de votre entreprise. Alors, l'autorisation de travail, comment ça marche? C'est là où, quand vous avez vérifié, donc étape 1, la nationalité, vous avez regardé, bon, il n'y a pas d'accords bilatéraux, machin, etc., ou il y en a, mais ils ne dérogent pas aux dérogations nationales. Vous avez vu que vous avez une carte de séjour temporaire salarié, donc qui va vous nécessiter de réaliser une autorisation de travail. Vous allez vous connecter sur le site de l'ANEF. L'ANEF, qui est une procédure de dématérialisation qui existe depuis 2021. Là, je vous ai fait une petite... voilà, j'ai repris sur les sites de l'administration la carte de la France de l'ANEF, parce que l'ANEF, c'est une plateforme interrégionale. Alors là, on est dans le Var, on est au soleil, c'est pas pour faire déplaisir à nos amis auvergnats, mais vous voyez que, par exemple, quand vous êtes dans le Var, c'est une plateforme interrégionale qui se situe à Clermont-Ferrand, qui va venir effectivement vous traiter les questions d'autorisation de travail. Après, qui sont dispatchés parfois au sein des préfectures, mais c'est eux qui vont traiter, quand vous êtes par l'intermédiaire du service de l'ANEF, vos demandes d'autorisation. Ce qui est important quand vous faites l'autorisation de travail, c'est de vous dire que c'est une décision qui est rendue dans un délai de 2 mois. Et ça, c'est un grand problème, parce que, certes, c'est 2 mois, mais l'administration, elle prend du temps. Donc, malheureusement, si vous avez un recrutement urgent, et c'est pour ça que je vous le dis, dans le cadre d'un recrutement, c'est toujours bien d'anticiper la situation administrative d'un candidat, parce que vous allez un peu être obligé de l'anticiper. L'administration, c'est très rare qu'elle vous réponde sous 10 jours, sous 15 jours, pour vous délivrer l'autorisation de travail. Et si elle ne dit rien dans les 2 mois, c'est une décision implicite de rejet. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir, comme dans certains cas,
vous dire que 2 mois vaut acceptation. Pas du tout. Donc ça, il faut bien faire attention. Et encore une fois, même si vous avez une demande urgente de recrutement, que vous devez faire une autorisation de travail, qu'il a un titre de séjour, il n'y a pas de souci, mais tant que vous n'avez pas l'autorisation de travail, j'y tiens, il n'y a pas de prestation de travail. C'est-à-dire que vous ne commencez pas la relation de travail, sinon vous êtes sous le coup de travail illégal. Donc c'est important de vous dire que quand vous avez un titre qui nécessite une autorisation de travail, vous devez attendre l'autorisation de travail pour commencer la relation contractuelle. Sinon, voilà, il y aura certainement un marteau qui risque de vous tomber sur la tête et qui risque de vous faire très mal. C'est valable pour le contrat de travail, pour la durée, s'il s'agit d'un CDD, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez un contrat de travail en CDI qui est le même, vous faites une autorisation de travail, il y a des questions qui se posent quand vous changez de fonction. Parce que quand vous regardez l'autorisation de travail, on verra après un exemple d'autorisation de travail, juste en bas, vous avez effectivement la fonction pour laquelle l'autorisation de travail a été délivrée. Donc, si vous êtes en CDI dans une boîte et que vous sollicitez derrière une autorisation de travail pour être chargé commercial et qu'après, derrière, vous devenez responsable, ça peut, selon les lectures, nécessiter quand même une autorisation de travail lorsqu'il devient responsable parce que vous changez de fonction. Alors, ça serait une autorisation de travail sans opposabilité de l'emploi, c'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de publier une offre sur le site internet pendant 3 semaines, on reverra ça dans quelques instants, mais ça nécessite. Pour les CDD, même chose, c'est-à-dire que le CDD, l'autorisation de travail, elle est pour le CDD. Alors, si le CDD, il est renouvelé, il y a une circulaire de 2021 qui nous dit qu'en gros, il n'y a pas besoin de refaire l'autorisation de travail s'il ne change pas. Mais si vous changez derrière le motif du CDD, ça nécessitera de changer et de réaliser une nouvelle autorisation de travail. Comment on obtient une autorisation de travail? C'est-à-dire qu'il faut remplir 2 critères. Il y a un critère qui est lié à l'emploi et un critère qui est lié à l'employeur. D'accord? L'autorisation, elle doit être faite par l'employeur. Donc, vous, quand vous êtes une entreprise, ça ne pose pas de problème. Quand vous avez recours à l'intérim, l'autorisation de travail, donc elle est sollicitée par l'entreprise de travailleurs temporaires. Il n'y a pas d'autorisation de travail dans les intérimaires quand leur mission est inférieure à 3 mois. C'est que quand ils sont recrutés chez vous pour une période de plus de 3 mois, que l'entreprise de travail temporaire doit réaliser cette autorisation sur le site de l'ANEF. Alors, ça peut aussi être des mandataires. Souvent, on le voit dans les TPE, PME, c'est-à-dire que les avocats ou des cabinets spécialisés peuvent intervenir au profit de ces structures pour réaliser pour leur compte ces autorisations de travail. Et bien évidemment, avant de respecter les 2 critères sur lesquels je vais revenir, il faut respecter toutes les règles de droit commun, c'est-à-dire est-ce que vous êtes supérieur au SMIC, ou de branche, des seuils fixés, etc. Donc le premier critère, c'est une condition alternative. C'est celui à l'emploi. Soit vous êtes dans un métier en tension, d'accord? Donc ce qui vous permet de remplir cette condition liée à l'emploi. Pour savoir si vous êtes dans un métier en tension, vous allez sur le site de l'ANEF, et il vous donne, ça a été mis à jour récemment par le ministère du Travail, par région, par type de métier, de secteur et d'activité, si vous en rentrez dans cette case-là, qui vous permet de solliciter l'autorisation de travail. Si vous n'êtes pas, et vous ne figurez pas sur la liste des métiers en tension, non applicables aux Tunisiens et aux Algériens, vous devez effectivement publier pendant un délai de 3 semaines auprès du service public de l'emploi, alors ça peut être France Travail, ça peut être l'APEC, et qu'aucun candidat n'a pu répondre aux caractéristiques du poste proposé, d'accord? Si pendant ces 3 semaines-là, vous n'avez reçu aucun candidat aux caractéristiques du poste proposé, vous pouvez recruter un travailleur étranger. On parle d'opposabilité de la situation de l'emploi. Alors, il y a des dérogations, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de publier une offre, on parle d'inopposabilité de la situation de l'emploi. Ça vaut, si le titre du travail vaut autorisation de travail, donc ça, on y reviendra ensuite, c'est par exemple les passeports talents, tout simplement, les cartes de résident de 10 ans, les cartes de séjour pluriannuel vie privée familiale, qui ne nécessitent pas d'autorisation de travail. Vous avez des fois des accords internationaux bilatéraux qu'ont signé la France avec certains pays. Là, je vous en ai cité quelques-uns, par exemple, le Gabon, le Sénégal, la Serbie, la Géorgie, tout ça. C'est des pays avec lesquels on nécessite une autorisation de travail, mais pas avec la publication de l'offre, donc il y avait une facilité de recrutement. Quand vous avez un changement d'emploi pendant la durée de la validité du titre dans votre boîte, ou quand il y a même un changement de statut d'étudiant, on le verra après, vers
le poste de salarié, vers la carte de séjour salarié. Où là, quand vous recrutez ce type d'étudiant, il n'y a pas d'opposabilité de la situation de l'emploi qui vous nécessite de publier l'offre pendant un délai de 3 semaines et que vous n'avez reçu aucun candidat. Le deuxième critère, c'est des conditions cumulatives qui ont été un peu élargies par la loi immigration en 2024. Et là, en fait, c'est les conditions liées à l'employeur. C'est-à-dire que là, c'est où? Donc, ça veut dire qu'il faut. J'espère que tous ceux qui sont connectés en ligne le font. Vous devez respecter vos obligations sociales, c'est-à-dire toutes les déclarations. Vous ne devez pas avoir fait l'objet de condamnation pénale ou de sanctions administratives. Vous ne devez pas avoir fait non plus l'objet de tout ce qui est de recours à l'infraction de travail illégal, d'entrée au séjour irrégulier. Tout ça, ça n'existait pas avant. C'est la loi immigration qui a un peu élargi ces conditions, parce qu'avant, on vous disait simplement qu'il fallait respecter les obligations déclaratives sociales, pas de condamnation pénale pour le motif de travail illégal ou pour avoir méconnu des règles de santé et de sécurité au travail, et pas fait l'objet de sanctions administratives. Donc là, il y a un peu plus de choses, c'est-à-dire qu'on vient viser aussi aujourd'hui maintenant l'aide à l'entrée au séjour irrégulier en France ou des méconnaissances des règles relatives au détachement temporaire salarié. Donc il y a une ouverture effectivement des sanctions à l'égard des employeurs. Il faut faire attention à ce type de sujet. Et pourquoi je vous le dis, c'est que le Code du travail ne vous dit pas ce qu'il entend par une méconnaissance des règles. Je reviens juste sur la slide d'avant. Vous le voyez sur c'est le deuxième point, sur le fait de condamnation pénale ou pour méconnaissance des règles relatives. Et la méconnaissance des règles relatives, d'accord, donc soit au détachement, des règles de détachement temporaire ou des règles relatives à l'hygiène et la sécurité, la méconnaissance, ça peut par moment ne pas être une condamnation pénale. Ça peut être un PV d'infraction de l'inspection du travail à votre égard. Et là, en réalité, vous n'avez aucune disposition qui vient vous dire pendant combien de temps on risque de m'opposer ma méconnaissance à des règles d'hygiène et de sécurité. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez un PV d'infraction, une mise en demeure de l'inspection du travail qui peut être transmis au procureur de la République derrière, le fait que vous avez un document de méconnaissance de vos règles d'hygiène et de sécurité va permettre à l'administration de l'Intérieur qui aura connaissance de ce PV de l'inspection du travail d'opposer un refus d'autorisation de travail pendant une durée de 6 ans. Donc, et pourquoi durée de 6 ans? Alors, c'est marqué nulle part. Cette durée de 6 ans, parce que le Code du travail ne précise pas la durée à laquelle la méconnaissance est opposable à l'employeur. Le Code des étrangers ne le prévoit pas non plus. Les circulaires d'application, etc., ne disent rien non plus. Mais on trouve aujourd'hui quelques jurisprudences administratives qui, effectivement, parlent du délai de l'infraction constatée. Et l'infraction constatée, si c'est du délit, donc c'est pour ça qu'on parle de 6 ans de prescription. Donc c'est là où c'est important, c'est de se dire que si un jour, notamment pour ceux qui nous écoutent, qui sont surtout dans le domaine industriel, qui sont plus exposés que les autres, ou le médico-social, qui sont plus exposés que les autres aux enjeux de santé et de sécurité au travail, et par l'intermédiaire des règles d'hygiène, veillez à bien respecter ces règles-là, parce que si un jour, vous avez un PV ou une mise en demeure de l'inspection du travail qui est transmis au procureur de la République et ou à l'administration de l'Intérieur, et que vous souhaitez recruter après ce PV-là, après ce manquement constaté aux règles de sécurité, un travailleur étranger, le préfet pourra vous dire non pendant une durée de 6 ans. On va se détendre. Vous avez mon petit feu vert en bas. Une régularisation est possible. Et la régularisation qui est possible, c'est quoi? C'est par exemple le PV de l'infraction qui est constaté par l'inspection du travail. Il va vous dire, il y a une zone de circulation dans l'entreprise qui n'a pas été respectée. Vous allez faire en sorte de respecter les règles du Code du travail en banalisant la zone de circulation, en refaisant par exemple les plans de circulation dans l'entreprise si vous êtes concerné. Et après, vous allez apporter les preuves à l'inspection du travail pour valider avec elle ces nouvelles pratiques. Et après, d'apporter ces preuves-là aussi en les transmettant en copie, en tout cas à la préfecture dont vous dépendez, pour permettre effectivement derrière avoir des autorisations de travail. Voilà comment se présente une autorisation de travail, assez basiquement. Donc, vous avez l'identification de l'entreprise, vous avez l'identification du salarié et l'information liée à l'emploi. Donc, c'est pour ça que c'est important, c'est que vous avez l'intitulé de l'emploi et le type du contrat pour lequel ça a été délivré.
Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous changez d'emploi dans le cadre de l'entreprise, c'est important de refaire une autorisation de travail. Alors, si c'est le même salarié que vous avez recruté en CDI pour un poste et qui va changer de poste durant l'exécution de ses missions, il n'y aura pas besoin, comme je vous l'ai dit, d'opposabilité de la situation de l'emploi, c'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de publier une offre d'emploi pendant un délai de 3 semaines. Vous pourrez directement solliciter une autorisation de travail. Il n'y a pas de particularité précise. En général, on reprend la date à laquelle vous avez déposé la demande, la date de début d'emploi, qui a fait la déclaration, et aussi derrière toutes les identifications relatives aux travailleurs étrangers, parce que forcément demain, si vous avez un contrôle des URSSAF sur inopiné en travail dissimulé ou non dissimulé, non opiné d'ailleurs, ou un contrôle de l'inspection du travail, ces documents sont obligatoires pour prouver forcément la régularité de la relation contractuelle avec votre ressortissant étranger. Il y a des titres qui vont vous soulager. Donc là, on a vu vraiment le plus gros, c'est-à-dire là, vous allez devoir être un peu d'être dans l'obligation, ceux qui vont vous dispenser d'autorisation de travail. Là aussi, c'est un peu des listes à la Prévert, toujours le code du travail. J'y passe rapidement, mais ça, c'est pour des missions qui sont d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. S'il y en a qui sont connectés dans le domaine des manifestations sportives, culturelles et artistiques, parce qu'on en voit souvent dans le département, ou si vous êtes dans la production et la diffusion cinématographique, parce qu'on n'est pas loin de Cannes, vous voyez, pour ce genre de projet-là, vous n'avez pas d'obligation de réaliser une autorisation de travail si la mission elle est inférieure ou égale à 3 mois. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est après, c'est la ribambelle de titres qui sont prévus par une disposition réglementaire du Code du travail, qui viennent effectivement vous prévoir plein de dispenses, et des dispenses qui vous permettent effectivement de recruter le collaborateur et de passer directement à l'étape d'authentification du titre de séjour. D'accord, qui est une étape qu'on verra obligatoire 2 jours ouvrables avant la relation de travail. Donc là, ce qui est important, c'est que le salarié doit simplement vous présenter le titre de séjour. D'accord, mais ce qu'il faut vraiment bien distinguer, c'est titre de séjour, hop, ça relève de ressortissants étrangers, et l'autorisation de travail qui relève de l'employeur. Donc, quand vous êtes dans un titre de séjour qui nécessite une autorisation de travail, c'est à vous de le faire. Le candidat doit vous proposer, doit vous apporter son titre de séjour. Même chose pour ceux qui sont dispensés d'autorisation de travail. Il doit vous apporter le titre de séjour. Et ce titre de séjour, vous envoyez une copie seulement pour authentification à la préfecture pour vous assurer de l'absence de fraude. Donc là, il n'y a pas de particularité. Il faut simplement vérifier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la date de validité. Hein. Vous vous sentez pas libre dès lors que vous voyez carte de séjour pluriannuelle, talent qualifié, qui était passeport talent, en disant c'est bon, je peux recruter. Parce que si vous voyez qu'il y a une expiration dans 10 jours et que le contrat de travail doit commencer dans 1 mois, vous imaginez bien que la relation de travail, elle pourra pas commencer. Donc là, par exemple, si vous êtes intéressé quand même je vais prendre cet exemple, par quelqu'un qui vous communique un titre de séjour, par exemple, qui est dispensé d'autorisation de travail et qui vous plaît, mais que finalement, son expiration va arriver quasiment concomitante à la conclusion du contrat de travail, vous pouvez quand même, s'il est toujours au moment de la conclusion de la promesse d'embauche et du contrat de travail, avec un titre de séjour valide, vous pouvez conclure la relation contractuelle, mais prévoyez bien toujours cette fameuse clause suspensive qui, cette fois-ci, va nécessiter non plus de présenter un titre de séjour et une autorisation de travail valide, mais de présenter uniquement un titre de séjour valide, et à défaut, la promesse d'embauche et le contrat de travail sera caduque et nul effet. Voilà, il y a plein c'est des suites, voilà, ça vous permettra, quand vous aurez une partie du support, d'avoir effectivement cette liste assez intéressante de titres de séjour qui vous dispensent de réaliser toute forme d'autorisation de travail. Je vois une petite mention en bas, justement, les titulaires d'un visa vacances-travail. Vous avez beaucoup d'accords bilatéraux, notamment avec l'Australie, Hong Kong, avec le Canada, qui permettent à des étudiants étrangers de venir effectivement faire et de réaliser des missions de travail en France. Donc, ces titres-là ne nécessitent pas de réaliser une autorisation de travail. Donc, c'est assez intéressant aussi de vérifier les accords bilatéraux, parce qu'il peut y avoir même des facilités de recrutement derrière pour certains ressortissants étrangers. Je n'en parle pas là, mais vous avez aussi le Brexit. N'oubliez pas que le Brexit,
a imposé effectivement aussi aux Britanniques qui sont entrés maintenant depuis 2021 sur le territoire d'avoir un titre de séjour en France, et ceux qui sont avant une certaine date bénéficient d'un titre dérogatoire qui leur permet d'exécuter une prestation de travail. Bon, le plus important, c'est surtout les étudiants, parce que j'ai vu que c'était des questions qui étaient présentées préalablement à ce webinaire. On a une difficulté pour le contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que quand vous lisez le Code du travail, la partie réglementaire que je viens de passer là, il y a quelques instants, vous dit qu'il y a une dispense d'autorisation de travail, dès lors que vous êtes dans la limite des 964 heures annuelles, soit 60%. Mais dans le même temps, parce que vous savez, en France, on ne fait pas dans la simplicité, on a dans la partie législative, cette fois-ci, on nous dit clairement qu'une autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Donc, on a ces deux dispositions qui aujourd'hui sont un peu incohérentes et qui se contredisent. Donc, ça, c'est la première alerte que je souhaitais vous faire. La deuxième alerte que je souhaitais vous faire, c'est qu'on sait que normalement, alors, on nous dit qu'il n'y a pas une dispense d'autorisation de travail quand on est inférieur à 60% de la durée annuelle, mais pour les ressortissants algériens, pas du tout. Pour les ressortissants étudiants algériens, c'est une durée annuelle qui est limitée à 50%. Vous ne pouvez pas dépasser les 50%, soit 850 heures. Et pour eux, quoi qu'il arrive, il y a une autorisation de travail nécessaire. Et même, j'irai plus loin, les travailleurs algériens, c'est les seuls, compte tenu de l'accord bilatéral qui existe, qui ne peuvent pas bénéficier d'autres titres de séjour qui sont prévus par l'accord bilatéral France-Algérie. C'est-à-dire que, par exemple, un travailleur algérien, il ne pourra pas bénéficier d'un passeport talent, qui s'appelle carte de séjour pluriannuel, talent qualifié, carte bleue européenne, etc. Donc, eux, ils ont vraiment un régime dérogatoire très important. Pour l'apprentissage, pourquoi il y a une vraie difficulté? Parce qu'on sait que les périodes de cours sont assimilées à du temps de travail effectif. Donc, quand on assimile ces périodes de cours avec la durée de travail qui est prévue dans l'entreprise, on va nécessairement dépasser les 60%. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus, en termes de praticiens, à vous dire de réaliser, quoi qu'il arrive, les autorisations de travail pour les contrats d'apprentissage à durée déterminée, parce que quoi qu'il arrive, elle sera de droit. Donc, elle ne pourra pas vous être refusée. Ça peut alourdir un peu le processus de recrutement, mais vis-à-vis des restrictions qu'on voit à l'heure actuelle en termes de loi d'immigration, des circulaires du ministère de l'Intérieur, il faut vous faire attention de ne pas être mis en porte-à-faux. Il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui qui vient vous dire que si vous ne faites pas d'autorisation de travail, vous êtes dans une situation de travail illégale pour un étudiant qui travaille moins de 60% de la durée annuelle, enfin pour avoir un contrat d'apprentissage, même où le contrat marque bien moins de 60%, mais on fait une compilation pour voir si on dépasse ces 60%, il n'y a pas de jurisprudence. Donc il y a plein d'employeurs qui ne font pas encore ces autorisations de travail-là. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Ça, je vous laisserai effectivement voir avec vos conseils. Ça peut toujours se retourner à terme contre nous. On se dit aujourd'hui peut-être que c'est plus sécurisant de le faire sur ce point-là. Même chose quand on parle de deux notions, durée annuelle de travail. Là, on voit bien la complexification du droit français et des positions des préfectures, parce qu'il y avait une question avant la formation, c'est est-ce qu'on peut faire un tableau récapitulatif sur la situation de chaque préfecture? Ça, c'est impossible, parce que normalement, les préfectures sont tenues par la même règle. Mais on le voit là, par exemple, sur la durée annuelle de travail, on dit c'est 60%. Mais est-ce qu'on parle d'un quota par année civile ou par période glissante? Et là, vous voyez qu'il y a des cours d'appel, Pau, Montpellier ou tribunal administratif de Toulouse, qui n'ont pas le même point de vue. Et même, c'est pire, vous avez des préfectures, moi, quand je suis allé me balader sur les sites internet des préfectures, qui n'ont pas le même point de vue. C'est-à-dire que vous êtes dans le Rhône, en Gironde, en Moselle, des fois, ils prennent une position qui n'existe pas. Alors ça peut se retourner contre eux. Ça peut se retourner contre eux, et l'exemple le plus marquant, c'est pour les cartes de séjour talent qui existent, parce que vous savez, normalement, vous avez un niveau minimal de rémunération selon la carte de séjour que vous allez solliciter, talent qualifié ou carte bleue européenne. Vous avez normalement un nombre de fois de SMIC nécessaire pour recruter un collaborateur. Mais ce seuil de rémunération, c'était un seuil qui était prévu avant la recodification du CESEDA en 2021, et les dispositions depuis ont été abrogées. Mais pourtant, l'administration maintient toujours une position en imposant pour la délivrance de ces titres de séjour-là un seuil. Et il y a des jurisprudences qui ont été très claires. Il n'y a plus de décret qui fixe ces seuils de rémunération. Et ce n'est pas parce que servicepublic.fr vous dit quelque chose que c'est vrai. L'administration ne peut pas se fonder sur servicepublic.fr pour vous imposer une règle.
Donc la même chose, pas de panique. Des fois, l'administration, hein, parce que le préfet, il ne faut pas l'oublier, l'administration de l'Intérieur dépend du ministère de l'Intérieur et les préfets peuvent être nommés aussi compte tenu de leur couleur politique et compte tenu de leur passé politique. Des fois, c'est des anciens collaborateurs de ministres de l'Intérieur ou d'un autre ministre ou du président de la République ou du Premier ministre qui font qu'ils peuvent donner aussi, au-delà des consignes qui leur sont données par le ministère de l'Intérieur, une position propre à chaque préfecture. Donc là, simplement pour vous dire qu'il y a quand même une jurisprudence de la Cour de cassation qui s'est prononcée récemment, mais pas tant sur l'année civile, mais plutôt sur comment on traite un salarié, un étudiant étranger à temps partiel. Mais quand on lit l'arrêt de la Cour de cassation, il semble indiquer que c'est bien par année civile qu'on vient traiter cette question de comment on évalue le quota des 964 heures ou des 850 heures des travailleurs étrangers en l'état. Juste un petit, forcément, focus sur les stagiaires, parce que des fois, vous vous en rencontrez et ces questions peuvent intervenir. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de procédure d'autorisation de travail pour les stagiaires. D'accord ? Parce qu'un stagiaire, il ne dépend pas du Code du travail, ce n'est pas un salarié, il dépend du Code de l'éducation, ce n'est pas quelqu'un qui exerce une activité professionnelle. Il y a deux types de visa, enfin c'est une sorte d'avis que donne l'ANEF, mais c'est simplement en fait, c'est une procédure d'avis qui nécessite simplement de communiquer la convention de stage. Alors c'est des cas de recrutement, notamment si voilà, vous êtes un étudiant dans votre pays de résidence, c'est-à-dire un Argentin qui est étudiant en Argentine et qui vient effectuer un stage dans une entreprise en France pour voilà, exercer ses missions liées à son domaine de formation. Mais par contre, si vous êtes un étudiant, je sais pas, un étudiant japonais en France qui suit ses cours à l'université de Toulon et que derrière vous avez un titre de séjour avec la mention étudiant ou étudiant programme de mobilité et que vous voulez conclure une convention de stage, vous n'êtes absolument pas obligé de communiquer sur le site de l'ANEF cette convention de stage. Vous pouvez commencer directement la relation avec votre stagiaire sur les modalités déterminées par la convention. La procédure d'authentification, c'est celle, donc je vous l'ai dit, c'est quoi ? Ça, c'est une obligation. Qui le titre soit dispensé ou pas d'autorisation de travail, il faut communiquer 2 jours avant la date d'embauche tous les éléments à la préfecture pour éviter tout recours à de la fraude. Et ça vous permet effectivement de vous prémunir des conditions de fraude en la matière. Voilà, est-ce que Nathalie, déjà, vous avez des questions éventuellement ? Alors oui, tout d'abord, je tenais à m'excuser auprès des participants. Il y a des travaux dans la rue, donc ça risque d'être un peu bruyant. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Donc, plusieurs questions, effectivement, sur ce premier thème. Donc, une entreprise qui a déposé une demande d'autorisation pour introduction en France avec demande de visa début mars pour un CDD saisonnier qui doit démarrer le 20 mai. À ce jour, l'entreprise n'a aucun retour sur la demande d'autorisation. Qu'est-ce qu'on préconise ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Est-ce qu'on fait quand même démarrer le contrat le 20 mai ou pas ? Non, parce que là, c'est sur un CDD saisonnier, là. Oui. Alors, il faut regarder déjà s'il y a des règles spécifiques sur les saisonniers. Il faut voir le visa qui a été sollicité. Si c'est un visa sollicité comme salarié ou travailleur temporaire, vous avez un risque derrière de nécessité d'autorisation de travail. Donc, il faut voir la durée aussi comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, il y a des missions qui peuvent être inférieures à 3 mois. Si c'est le cas, il faut regarder cette liste-là, si vous rentrez dans cette liste, afin de vous exonérer de l'autorisation de travail. Et dans ces cas-là, si effectivement l'autorisation est accordée tardivement, est-ce qu'il est possible de mettre si vous êtes obligé dans votre cas, alors déjà, si vous êtes obligé dans votre situation d'avoir recours à l'autorisation de travail, vous ne pouvez pas débuter la relation de travail tant que l'autorisation de travail n'est pas délivrée. Très bien. Deuxième question, pour les visas de type D, est-ce qu'on est bien d'accord que le visa doit être validé et la formation d'accueil de l'OFII doit être faite pour pouvoir commencer la relation contractuelle ? Alors, on dit que le visa doit être validé au cours d'une certaine période.
Donc, ce qui veut dire que dès lors que vous avez réalisé, et ça incombe au salarié que vous venez de recruter. Donc, normalement, vous pouvez commencer la relation contractuelle. Est-ce que, donc, vous avez évoqué la possibilité de mettre une clause suspensive sur la promesse d'embauche pour retarder le démarrage du contrat. Donc, la personne nous demande si on retient l'autorisation de travail ou l'obtention du titre de séjour pour la lever. Les deux, mon capitaine? Ouais, voilà, les deux. Alors, tout dépend. Si vous êtes si c'est un salarié qui nécessite une autorisation de travail, c'est les deux, d'accord? Donc, le titre de séjour, vous l'avez en général très rapidement parce qu'il vous le donne et c'est grâce au titre de séjour que vous êtes obligé de faire l'autorisation de travail. Mais après, si c'est simplement un salarié qui est, par exemple, avec un titre de séjour qui ne nécessite pas d'autorisation de travail, vous pouvez simplement la motiver avec la production d'un titre de séjour. Vous avez évoqué donc une durée. Si vous voulez vous simplifier la tâche, vous pouvez mettre le titre de séjour et le cas échéant, l'autorisation de travail si nécessaire. C'est plus sécurisant aussi. Merci beaucoup. On a évoqué un délai de 2 mois dans le cadre de l'autorisation. Est-ce que c'est valable aussi pour le renouvellement du titre de séjour? Oui. On va y parler, ça va être la partie 2. Alors, peut-être que ça sera la partie 2 aussi, je ne suis pas sûre. Dans le cadre des changements de statut que cette personne traite à ce jour, la préfecture lui réclame tout de même une diffusion à la PEC, alors que le métier n'est pas en tension. À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour sur les métiers en tension? Alors, il n'y a pas de fréquence de mise à jour. Là, elle a été mise à jour récemment, c'est-à-dire en février dernier, par le ministère du Travail. Après, il faut quand même vérifier pourquoi il vous sollicite une autorisation, parce que vous le verrez dans quelques instants, quand on respecte certaines conditions, il n'y a pas d'opposabilité de la situation de l'emploi. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être en métier en tension ou de publier l'offre pendant un délai de 3 semaines. Le changement de statut vous permet de recruter un étudiant en carte de séjour temporaire salarié par un CDI notamment, ou un CDD par travailleur temporaire, sans avoir à passer par cette publication d'offre. Si le titre de séjour mentionne recherche d'emploi, création d'entreprise et autorise à rechercher un emploi ou créer une entreprise, est-ce que la personne peut travailler? Alors, ouais, mais il y a des particularités là-dessus sur ce titre de séjour. Je pourrais y revenir à la fin de la formation si vous le souhaitez, mais il y a certaines précautions à prendre quand vous recrutez sur ce titre-là. Mais ça autorise effectivement à rechercher un emploi parce que c'est souvent délivré aux étudiants à la fin de leur étude. Et à la fin de leur étude, souvent ils n'ont pas d'emploi, donc on leur délivre ce titre-là qui leur permet de travailler. Et ce titre de séjour, en fait, il leur permet de signer un CDI ou un CDD et après de solliciter un changement de statut pour devenir carte de séjour temporaire salarié ou carte de séjour temporaire travailleur temporaire. Justement, c'était la question suivante. On a un intérimaire qui dispose d'un titre de travailleur temporaire. L'entreprise utilisatrice souhaite le recruter en CDI. Le titre est valable jusqu'à mi 2026. Est-ce que l'entreprise qui souhaite procéder au recrutement doit reprendre toute la procédure de demande de titre pour basculer sur un titre salarié? Est-ce que vous pouvez me refaire l'historique? Alors, un intérimaire dispose d'un titre travailleur temporaire. Ouais. Donc, il travaille en intérim et une entreprise utilisatrice souhaite le recruter en CDI. Oui. Alors, oui, il faut effectivement reprendre. Alors, il faut reprendre la procédure. Alors, peut-être pas. Faudrait voir. Alors, il y a une circulaire en 2021 qui a été publiée sur le sujet, justement, sur le changement d'emploi, mais quand vous restez dans la même entreprise, qui pourrait permettre de lever la condition d'opposabilité de la situation de l'emploi. Mais dans tous les cas, de toute façon, si vous le recrutez en CDI, il va nécessiter une autorisation de travail. Mais la question qui va se poser, c'est est-ce que vous êtes obligé de publier l'offre si vous n'êtes pas dans un métier en tension? Et là, c'est une circulaire en 2021 qu'il faudrait vérifier. Il y a beaucoup de questions et puis elles arrivent au fur et à mesure. Donc, je fais ce que je peux. Un salarié qui est muté dans une autre société du même groupe. Ouais. Donc, la demande avait été faite sur une société, elle a été accordée. Et là, il est muté sur une autre société du même groupe parce qu'il faut refaire la demande d'autorisation. On a eu le cas récemment, alors avec une circulaire, normalement, on
on n'a pas l'obligation, normalement, de 2021, toujours, quand on change effectivement dans le groupe, on peut penser qu'il faudrait le faire. Parce que quand on regarde, effectivement, c'est il n'y a rien dans le Code du travail, dans le Code des étrangers, et il y a une circulaire toujours celle de 2021 qui avait échangé sur cette situation-là, qui nous disait qu'il fallait refaire une procédure d'autorisation de travail, mais sans opposabilité de la situation. Concernant le seuil de salaire sur les titres de séjour passeport talent, est-ce qu'il faut… le seuil apparemment est revalorisé chaque année. Non, le seuil n'est pas revalorisé. Enfin, c'est le SMIC qui est revalorisé. D'accord. Ouais. Est-ce que du coup, il faut revaloriser chaque année aussi le collaborateur pour qu'il conserve son titre? Alors, effectivement, quand vous allez alors, chaque année, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que c'est le plus sécurisant. Alors, il y a des entreprises qui le font la dernière année, au moment du renouvellement du titre, juste avant le renouvellement du titre, voilà, parce qu'elles n'ont pas envie de le faire avant. Mais par sécurité, peut-être il faudrait le faire chaque année quand il y a une revalorisation. Notamment voilà, si vous êtes limité au seuil et qu'il n'a pas d'autres éléments qui permettraient de gonfler sa rémunération, parce que selon les préfectures, ils peuvent demander voilà, peut-être les derniers bulletins, et s'ils se rendent compte que le salarié n'a pas bénéficié du seuil de rémunération, certaines préfectures pourraient effectivement refuser le renouvellement du titre. Est-ce que la procédure d'authentification du titre est nécessaire quand on a déjà fait une procédure, qu'on a déjà obtenu l'autorisation de travail? Ouais. En fait, c'est deux choses différentes. L'autorisation de travail, c'est pour travailler. L'authentification du titre 2 jours ouvrables avant l'embauche, c'est pour s'assurer que le titre qui vous est présenté n'est pas frauduleux. Très bien. En fait, l'authentification, il faut vraiment distinguer deux choses. L'autorisation, c'est vraiment pour exercer la mission. Et le titre de séjour que vous faites 2 jours ouvrables, j'y tiens, avant le début de la relation contractuelle, c'est pour éviter tout recours à un titre frauduleux. Et alors, l'administration, vous paniquez pas, elle ne vous répond jamais. Mais dès que vous l'avez fait, vous prémunissez. C'est-à-dire que si demain il y a un contrôle et qu'on vous dit qu'il y a un titre de séjour frauduleux, on ne pourra pas vous dire que vous avez fait du travail illégal. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pourriez préconiser dans le cas où une apprentie n'a plus de nouvelles de la préfecture concernant le renouvellement de son titre de séjour depuis le 15 mars dernier? Est-ce qu'on rompt le contrat en l'absence de nouvelles de la part de l'apprenti de la préfecture? On a beaucoup ce cas, nous aussi, effectivement, où les délais de traitement des demandes font que souvent on a des salariés, des apprentis, ou des apprentis d'ailleurs, qui sont toujours… le titre est arrivé à échéance, la demande a été déposée, on a récépissé tout ça, et puis on a dépassé toutes les dates limites, il n'y a toujours pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait du contrat? Eh ben, je vais sur la partie 2. Je vais sur la partie 2, justement. La partie 2, c'est la gestion des titres de séjour pendant l'exécution du contrat de travail. Là, il faut faire une distinction entre dépôt de la demande et tout ce qui va être récépissé, les récépissés de demande de renouvellement, les attestations dématérialisées et aussi les convocations à rendez-vous. Les confirmations, quand vous êtes donc, dans le cadre d'un contrat de travail, apprenti, etc., et que vous avez un renouvellement du titre de séjour, le travailleur étranger, il va devoir, parce que c'est son obligation, de solliciter le renouvellement de son titre. Pour vous présenter rapidement, donc il y a une différence entre ce qu'on appelle le dépôt, qui ne confère aucun droit, et tout ce qu'on va appeler les récépissés de demande de renouvellement, si c'est fait de manière dématérialisée. Si c'est fait, la procédure de renouvellement par le site de l'ANEF, c'est des attestations dématérialisées, mais aussi des convocations à rendez-vous de la préfecture. Là, à gauche, c'est un exemple de confirmation de dépôt. Ce confirmation de dépôt n'entraîne aucun droit pour le collaborateur. D'accord ? Par contre, à droite, c'est un récépissé de demande, d'accord, pour un renouvellement. OK ? Et donc là, ce récépissé, il va permettre au collaborateur de travailler. Donc là, vous voyez, il a été délivré en août 2024 jusqu'en février 2025. C'est-à-dire que l'administration va lui maintenir des droits jusqu'à une certaine date. Même chose, vous avez là une convocation à rendez-vous du ministère, là c'est de la préfecture de l'Isère, c'est un exemple, une convocation le 27 février pour le 18 avril 2024. Là, cette convocation, elle va permettre, à l'issue de l'expiration du titre, de maintenir les droits du collaborateur
jusqu'à la date de rendez-vous, donc jusqu'au 18 avril 2024. Même chose pour l'attestation de prolongation d'instruction que vous voyez à gauche, d'accord, avec la date de validité qui est un peu gommée là, mais la date de validité qui va permettre, on la voit en dessous, entre mars 2024 et juin 2024, de maintenir les droits du collaborateur. Donc, quand vous avez une procédure de renouvellement de titre, quand vous avez ces documents qui vous sont produits avec la mention qu'on a bien explicitement maintenu les droits du collaborateur pendant une période de 3 mois ou jusqu'au rendez-vous à la préfecture, vous pouvez continuer la relation contractuelle. À droite, c'est une attestation de décision favorable. Quand vous avez une demande de renouvellement, en général, ils n'ont pas de suite leur titre de séjour. La préfecture leur envoie une attestation dématérialisée pour leur dire « Ok, c'est une décision favorable » ou une convocation si c'est fait de manière dématérialisée pour venir chercher le titre de séjour. Donc là, ça va être important. Pourquoi ? Parce qu'il faut distinguer quand vous êtes dans un cadre de renouvellement deux choses. L'obligation de l'employeur, d'accord ? Lui qui doit renouveler dans le courant du 2e mois avant la date d'expiration les autorisations de travail. Donc ça concerne surtout quand il y a des problématiques peut-être de CDD, parce que quand vous êtes dans un CDI, il n'y a pas cette notion effectivement de refaire une autorisation de travail pour le même poste. Et pour le salarié, par contre, lui, selon la procédure, si c'est fait par téléservice sur la nef ou non, il va avoir aussi un délai pour aller saisir la préfecture. S'il ne le fait pas et qu'il le fait tardivement, ça ne veut pas dire qu'il aura un refus, mais que la procédure pourra être beaucoup plus longue et même l'administration va considérer qu'il fait une première demande de séjour. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans un renouvellement, donc la procédure peut durer encore plus que 3 mois à 6 mois. Il faut anticiper ces délais-là 3 à 4 mois avant l'échéance du renouvellement, justement pour éviter que les durées soient trop longues. Quand vous avez une carte de séjour pluriannuelle, des fois, ils ne vous transmettent rien. C'est une carte de séjour annuelle de 4 ans qui va maintenir les droits pendant une période de 3 mois. Présomption de continuité de droit au séjour, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de vous présenter directement à l'issue une attestation de prolongation d'instruction, une convocation à rendez-vous, parce que ça va vous permettre effectivement de maintenir les droits pour ce type de séjour. Donc, vérifiez bien le type de séjour. Carte de séjour pluriannuel, c'est marqué sur le recto de la carte. La durée, c'est marqué recto et verso sur la date d'expiration et la date de validité du titre, qui va vous permettre de vérifier cette mention-là. Et comme je vous dis, en cas de retard du salarié étranger qui n'a pas respecté les délais de la slide précédente, ça va s'analyser comme une première demande, ce qui va entraîner des délais beaucoup plus longs. Pour un changement de statut, ok. Donc, c'était là où, pour les recherches d'emploi, pour vous dire, ok, c'est possible de rechercher un emploi et de solliciter un changement de statut si le travail est en lien avec la formation et une rémunération supérieure à 1,5 SMIC. Pour les étudiants qui demandent un changement de statut de salarié ou de travailleur temporaire, ok, ils doivent avoir, donc sans opposabilité, l'administration ne peut pas vous imposer une publication de l'offre. Il faut qu'il ait obtenu dans l'année son diplôme au moins équivalent au grade master ou un diplôme de niveau 1 labellisé par la conférence des grandes écoles. Ça, vous tapez conférence des grandes écoles et vous avez la liste des formations labellisées dans un établissement donc supérieur habilité au plan national ou par une licence professionnelle. Et en complément de ça, il doit présenter à l'administration de l'Intérieur un contrat de travail, durée déterminée ou indéterminée, en relation avec sa formation. Donc, s'il a fait de la finance et que vous le mettez pépinériste, ça ne va pas marcher. Et assorti d'une relation et d'une rémunération supérieure à 1,5 fois le montant de la rémunération minimale mensuelle. OK ? C'est hyper important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces critères, c'est peut-être pour ça que dans cette question, l'administration vous sollicite une publication de l'offre. Si vous respectez ces critères-là, l'administration ne peut pas vous contraindre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de publier l'offre 3 semaines et voir si vous avez des candidats derrière. Donc, c'est pour ça que c'est important de respecter ces critères, parce que le changement de statut d'étudiant à salarié va lui permettre effectivement et vous permettre d'obtenir plus facilement son titre de séjour. Et encore mieux, un changement de statut en talent qualifié, où là, il n'y a pas d'autorisation de travail, mais on va effectivement permettre à un étudiant de bénéficier d'un titre de séjour avec des conditions plus hautes, mais qui vont vous dispenser derrière de réaliser une autorisation de travail avec l'administration de l'Intérieur. Donc voilà un peu les typologies. Rompre le contrat, parce que c'est la situation que vous m'évoquiez sur l'apprenti, qu'est-ce qu'on fait ?
dans une situation où le titre de séjour est expiré. Et là, le Code du travail, il vous dit simplement, le principe, que personne peut embaucher directement ou indirectement un collaborateur étranger et qui n'est pas muni d'un titre de séjour qui permette de vous le garder dans les effectifs. Donc, si on lit le Code du travail de manière très stricte, on peut penser qu'on ne peut pas garder directement et qu'on doit engager une procédure de rupture de contrat de travail. Mais bon, on trouve dans la jurisprudence quand même de cours d'appel, de cours de cassation, des possibilités de suspendre le contrat. Donc, pas de panique là non plus. Quand vous arrivez à un renouvellement, que le salarié a son titre de séjour qui est donc expiré, vous n'allez pas, et c'est là où c'est une mesure sociale, directement engager, même si c'est la procédure qui est la plus sécurisée parce qu'il est la seule qui existe dans le Code du travail, de rupture. Vous allez d'abord suspendre le contrat de travail, dispenser d'exécution le collaborateur, d'exécuter son contrat de travail. En général, c'est une mise en demeure, on le dispense d'exécuter et on lui dit merci de nous communiquer sous huitaine ou sous quinzaine une preuve, soit de l'obtention du renouvellement de votre titre de séjour ou tout document qui vous autorise à un séjour régulier et à exercer une activité salariée en France. Et ça, on en revient parce que l'administration, malheureusement, est trop longue. Elle ne va pas vous donner ça très rapidement. Elle ne donne pas ça très rapidement aux collaborateurs. Et c'est là où il va vous communiquer les attestations de prolongation d'instruction, les récépissés de demande de renouvellement, les convocations à un rendez-vous en préfecture qui vont vous permettre de maintenir la relation de travail, de réexécuter effectivement la prestation de travail pendant la durée autorisée par ces papiers. D'accord ? Donc, il faudra vérifier. Donc, nous sommes le 14 mai. Le 14 mai 2025, son titre de séjour est expiré. Le 15 mai, vous le mettez en demeure de produire des documents jusqu'au il y a le pont de l'Ascension, jusqu'au 28 mai, d'accord ? Pendant cette période-là, il ne travaille pas, son contrat de travail est suspendu. Est-ce que il y a une obligation de rémunération pendant cette période ? Il n'y a pas d'obligation. Rien ne le précise, d'accord ? Vous n'avez pas de disposition du Code du travail qui vient vous dire qu'il y a une obligation de rémunérer cette période. C'est recommandé. Pourquoi ? Parce que, alors c'est recommandé, on peut le recommander aux clients, parce que c'est une mesure sociale. D'accord ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas une situation qui est du fait du travailleur étranger, c'est l'administration de l'Intérieur qui, finalement, ne respecte pas les délais et qui va vous imposer, finalement, une situation d'incertitude juridique. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne payez pas pendant cette période le collaborateur, vous avez trouvé une jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'ailleurs, qui n'avait pas condamné l'employeur à payer le collaborateur pendant sa période de suspension. Mais vous pouvez le faire, nous on trouve que c'est plutôt bien, parce que voilà, c'est aussi d'un point de vue humain vis-à-vis de son collaborateur, et si vous le faites sous huitaine, voilà, en général, ils arrivent à obtenir les informations sous huitaine ou sur quinzaine. À partir de là, si le 28 mai, il ne vous redonne pas d'éléments, vous allez pouvoir effectivement engager une rupture du contrat de travail, parce que le but, ce n'est pas de garder dans des effectifs quelqu'un qui ne peut pas vous produire un élément attestant de sa situation. Il ne faut pas se presser. C'est ce qu'on dit souvent à des clients, parce que des fois, quand on veut trop se presser aussi pour rompre la relation de travail, l'administration peut prouver aussi qu'elle a délivré un titre. Et ce qui fait que le licenciement, derrière, peut être sans cause réelle et sérieuse. Donc, c'est là aussi, c'est important. Et vous allez vous retrouver dans deux situations pour rompre le contrat de travail. Soit, alors ça, je vous parle même au-delà du renouvellement, c'est-à-dire que vous embauchez en fait, alors ça, on va commencer par le cas le plus simple, c'est-à-dire le cas où la situation est devenue irrégulière en cours de relation contractuelle, c'est-à-dire la relation où vous avez embauché quelqu'un avec un titre de séjour, avec une autorisation de travail, mais malheureusement pour X ou Y raison, le titre de séjour n'est plus renouvelé. Parce que des fois, il y a des collaborateurs qui peuvent être aussi une menace pour l'ordre public, une condition de droit commun de délivrance des titres, ce qui fait que l'administration peut refuser le renouvellement. Et bien là, étant donné que vous avez embauché régulièrement le collaborateur et que la situation est devenue irrégulière en cours de travail, ça s'analyse comme un licenciement.
le Code du travail et le Code des étrangers ne se prononcent pas expressément sur la procédure, mais il est quand même recommandé de convoquer le salarié à un entretien préalable, d'accord, qui lui permettra quand même de prouver éventuellement la production d'un titre de séjour, et ça donne droit à une indemnité de licenciement, mais pas au préavis, parce que forcément, vu qu'il n'a pas de titre de séjour valide, il ne peut pas exécuter son préavis. La carence, attention, c'est-à-dire que si vous êtes dans la carence, et c'est à cause de vous qu'il n'y a pas eu de renouvellement de titre de séjour ou de l'autorisation de travail, il y a aussi un risque de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, l'administration va solliciter des papiers complémentaires, des attestations d'employeur, et si vous ne produisez pas une attestation comme quoi il est bien toujours dans vos effectifs, etc., que vous ne lui donnez pas dans les délais qui sont imposés par l'administration va clôturer le dossier, va dire que voilà, il manquait ce papier-là et que vous avez finalement pas pu renouveler le titre de séjour, et le salarié qui va avoir son contrat rompu de votre fait va saisir le conseil de prud'homme pour solliciter des dommages à intérêts pour perte d'emploi, requalification en licenciement sans cause réelle sérieuse et préjudice moral pour perte de titre de séjour. Le cas le moins fréquent, c'est le cas en fait où vous embauchez de manière irrégulière dès le départ. C'est-à-dire que vous embauchez quelqu'un sans vérifier le titre de séjour en commençant sans l'autorisation de travail. Et donc là, en fait, c'est une situation régulière, c'est une procédure exclusive du licenciement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de convocation à entretien préalable. En cas de litige, même, la Cour de cassation vient vous dire qu'il ne peut pas revendiquer le salarié l'application des dommages intérêts relatifs au licenciement sans cause réelle, donc il ne peut pas revendiquer le barème Macron. Par contre, il peut saisir devant le CPH la réparation de préjudice. Dans ce cas, vous devez rémunérer effectivement toutes les périodes non rémunérées éventuellement, et surtout en termes d'indemnité. Là, dans ce cas-là, il faut faire une comparaison. Soit il va obtenir l'indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire, soit, si elle est plus favorable, en cas de CDI, l'indemnité de licenciement plus le préavis, ou si c'est le CDD, le montant cumulé de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de rupture anticipée de CDD. Voilà en termes de rupture. Et simplement en sanction, comme ça, après, on pourra prendre les dernières questions afin de vous libérer. Quelques exemples, je vous ai mis d'emploi d'un étranger non autorisé à travailler pour le travail dissimulé. Donc, c'est des personnes autant physiques que personnes morales qui peuvent être soumises à ce risque pénal. L'authentification dont on vous parlait tout à l'heure est hyper importante parce qu'elle permet justement de démontrer la bonne foi. C'est-à-dire qu'une des causes d'exonération de la responsabilité pénale ou administrative de l'employeur, ça va démontrer qu'il a bien réalisé sa procédure de recrutement par un titre de séjour valide et par une autorisation de travail. Si vous avez notamment un collaborateur étranger qui vous a présenté un faux titre de séjour, mais que vous avez fait la procédure d'authentification auprès de la préfecture, et en cas de contrôle de l'inspection du travail ou d'un autre organisme au sein de votre entreprise, on ne pourra pas vous poursuivre pour ces faits de travail dissimulé. Simplement, un petit dernier laïus sur l'amende administrative qui a été revue par la loi immigration. Il y a une procédure aujourd'hui qui est plus large. On parle plus simplement des employeurs qui sont passibles de cette sanction administrative qui est au même niveau que l'ancienne contribution forfaitaire, mais sont aussi attraits à cette sanction les donneurs d'ordre, les entreprises utilisatrices ou les entreprises d'accueil. Et on va effectivement, pour viser toutes les situations d'embauche d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée ou qu'il exerce dans une catégorie professionnelle, une profession, une zone géographique autre que celle mentionnée dans son titre. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier, comme je vous l'ai montré en tout début de formation, le recto du titre de séjour, le verso du titre de séjour, pour voir si vous êtes dans les clous. Et là, pour fixer le montant de l'amende, on prend un peu en compte vos capacités financières, vous êtes une très grande entreprise ou une TPE, le degré de négligence de la gravité, et le montant, par principe, ça peut aller au plus égal à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti, vous voyez, vous ramenez à 2000 fois ce taux horaire si vous êtes acquitté spontanément des salaires indemnités dus, et l'amende, elle est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés par l'infraction. Et cette procédure, aujourd'hui, elle est mise en œuvre par constatation de l'inspection du travail, des OPJ ou des agents de douane, vous voyez, PV transmis au procureur de la République. Et après, c'est le ministre chargé de l'immigration qui met en œuvre cette procédure et qui la motive. Et en termes de recours, ça sera devant le tribunal administratif. Et j'en ai fini. Ça me permet comme ça, Nathalie, de prendre les questions et de finaliser ce webinaire.
Effectivement, merci. En introduction, vous avez évoqué la question de la taxe. Je crois que nous ne l'avons pas traitée. Oui, alors là, il n'y avait pas de particularité. C'est une taxe que vous retrouvez les montants sur Sur le Internet, simplement. support. Voilà. Puis même le support sera diffusé, j'ai oublié de le préciser en début d'introduction. Voilà, tout à fait. Le support sera diffusé à tous les participants, donc vous aurez en fait les réponses concernant notamment la taxe. Oui, tout à fait. Et puis vous avez ce qui est important après la taxe, il n'y a pas de particularité parce qu'elle est fixée. Simplement, c'est quand on lit même les positions de l'administration fiscale, c'est vraiment pour les titres qui nécessitent une autorisation de travail et pour l'entrée au séjour et les premiers titres professionnels qui sont délivrés. Il n'y a pas de particularité sur ce sujet. Donc, on revient sur la rupture, enfin sur l'effet de l'arrivée de l'échéance du titre sur la relation contractuelle. Donc, une personne nous demande si, finalement, on ne peut pas estimer que la suspension du contrat est obligatoire dès le lendemain de la fin de validité du titre, sauf dans le cas des titres pluriannuels. Il n'y a pas d'obligation dessus. C'est-à-dire que, par exemple, donc, la question, c'est le titre, il expire le 14, le 15, je fais ma suspension. Il n'y a pas, le Code du travail, il ne donne pas d'obligation. Le Code du travail, il vous dit simplement, vous ne devez pas maintenir des personnes qui ne sont pas autorisées à séjourner à travailler en France. Donc, quand on lit simplement le Code du travail, ça milite pour rompre le contrat de travail. Mais la suspension du contrat de travail, elle est tolérée par la jurisprudence. Parce que forcément, l'administration ne va pas délivrer tout de suite soit une attestation de prolongation d'instruction, soit des convocations à rendez-vous, soit une décision favorable. Donc, pour reprendre votre question, c'est vrai que dès que vous êtes le 15, vous notifiez cette suspension, d'accord, à votre collaborateur. En dispense d'activité rémunérée ou non rémunérée, vous faites le choix qui vous semble le plus juste et vous le mettez en demeure de produire un document qui l'autorise à séjourner, à travailler en France sous week-end ou sous quinzaine. Il n'y a pas de délais non plus qui sont prévus par le Code du travail, par les dispositions légales. Ça, c'est selon comment vous vous entendez avec votre collaborateur aussi. Si c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, vous pouvez laisser une quinzaine de jours. Des fois, l'administration, et même quand ils font les procédures dans les délais, les étrangers, les attestations de prolongation d'instruction, normalement, qui sont produites automatiquement par le site de l'ANEF. Donc, le titre expire le 14, le 15 au matin, automatiquement, il a son attestation de prolongation d'instruction. Des fois, ils ne le produisent pas le 15, mais ils vont le produire même 3 jours après, quoi. Ça se peut que là donc on est mercredi, ça se peut qu'ils lundi, quoi. Donc, c'est kafkaïen, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre au moins ce délai de 8-15 jours où on met en demeure pour au moins vérifier la situation, de savoir si, il l'a fait, parce qu'on a des clients qui ont bien vérifié et qu'il y a des salariés qui n'ont pas fait les demandes, donc ça nous a entraîné des procédures de rupture du contrat de travail, et deux, s'il l'a fait, d'attendre que ce papier arrive. Et en général, on sait qu'il l'a fait par l'intermédiaire du dépôt, qui ne vaut pas autorisation de travailler, mais on sait en tout cas que la demande a été déposée à la préfecture. Et pour aider les collaborateurs, on n'a pas parlé, mais vous pouvez vous aussi envoyer un message complémentaire à votre préfecture ou préfecture du domicile auquel il s'est rapproché pour dire, voilà, on a un collaborateur, on aimerait que la situation se traite dans les meilleurs délais. Une question sur est-ce que l'autorisation de travail, quand elle est faite, est-ce qu'il faut déposer la promesse d'embauche, le contrat de travail avec? Est-ce qu'il faut l'accompagner d'un document c'est toujours mieux. Disons que ça permet toujours un peu de bousculer l'administration. Mais souvent, ça demandé. Hein. Une dernière question, parce que, désolé, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions, mais on a largement dépassé le temps qui était prévu. J'ai une personne qui m'indique qu'elle a parfois des travailleurs qui lui présentent un document indiquant qu'ils ont payé la taxe relative au VLSTS. Est-ce que ce document vaut autorisation de travail et titre de séjour? Alors non, mais c'est une taxe. Pour vérifier le visa long séjour, il faut effectivement qu'ils vous le produisent. C'est-à-dire, dans les premières slides, quand je parlais d'introduction, vous avez des exemples de visas qui sont accolés sur les passeports qui permettent de démontrer qu'on est bien dans un titre de séjour. Alors, bien sûr, s'ils ont payé la taxe, c'est que derrière, ils ont le visa. Mais vous imaginez bien qu'entre ce qu'ils vous disent et ce qui est fait aussi derrière, il peut y avoir une dichotomie des fois. Donc, il faut bien vous dire que ce qui autorise un collaborateur à exercer en France, c'est son titre de séjour, pas la taxe. Donc, il faut que vous ayez dans vos
dans vos coffres-forts numériques, dans vos archives papier, le titre de séjour en lui-même. Alors, j'en prends une dernière parce que je pense qu'elle est vraiment représentative des questions qu'on peut se poser dans ces situations. J'ai embauché une personne qui avait un titre de séjour recherche d'emploi, création d'entreprise. Je l'ai embauché. Si plusieurs mois après, il obtient un titre avec autorisation de travailler, est-ce qu'on fait une demande d'autorisation de travail, que je suppose on n'a pas faite au départ, et si oui, comment on fait dans ces situations où au départ on a mal engagé la situation, et comment on fait pour récupérer la situation en cours? Alors ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué à répondre parce que tout va dépendre un peu de la préfecture. Si vous voulez, normalement, quand vous êtes dans une situation comme ça, il faut rompre le contrat de travail parce que ça veut dire que, je ne connais pas le dossier, mais il faut regarder ce que vous avez fait. S'il n'y a pas eu d'autorisation de travail qui a été sollicitée, vous avez embauché irrégulièrement dès le départ. Donc, ce qui veut dire que c'est une cause objective de rupture de la relation contractuelle, ce qui vous impose derrière de rompre la relation de travail. Mais ce qui va pas vous aurez toujours ce risque pénal et ce risque administratif qui risque de vous exposer. Alors, selon la situation et selon vos relations avec la préfecture, ça arrive que des clients aussi demandent une régularisation auprès du préfet, parce que vous avez toujours, vous savez, la bonne foi dans la relation avec les situations qui jouent, où vous avez pu ne pas comprendre une situation. Mais il faut manier cette solution, avec rigueur et avec le plus grand des précautions, avec vos conseils habituels pour voir effectivement si vous pouvez régulariser. Mais pour régulariser, il faudrait encore que l'administration écoute. Et si vous avez une bonne relation, parce que si vous n'avez pas forcément des relations avec eux, ils peuvent vous dire écoutez, vous avez fait du travail illégal, on transmet la situation à l'administration. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'en tenir là pour les questions. J'ai bien aimé votre introduction parce qu'effectivement, je fais souvent référence aux 12 travaux d'Astérix et à cette fameuse maison qui rend fou. Et malheureusement, ce n'est pas que pour l'emploi des travailleurs étrangers, mais pour beaucoup de notions administratives en France. Et vivement une prochaine loi de simplification. Voilà. Donc, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. J'espère qu'on a pu apporter beaucoup de réponses à vos questions. Je remercie sincèrement Maître Pomerantz qui a été brillant et qui, par la qualité de sa présentation et de ses conseils, a, je l'espère, répondu à l'ensemble de vos interrogations. Le prochain rendez-vous de l'Académie UPV, ce sera le 20 mai à 9h. Nous accueillerons Maître Marion Topena sur le thème des marchés publics et de la candidature en groupement, co-traitance ou sous-traitance. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Merci. Merci, Maître.